Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Bienvenue dans Minouran. Avec moi, encore une fois, Mambo Rosmi, là pour servir la communauté. Je vous remercie tous d'avoir suivi et d'avoir apprécié ma dernière émission avec le professeur Pierre Nilon. Je vous remercie vraiment tous. C'est important pour nous de tous grandir, de tous avancer dans la connaissance et dans le savoir. C'est la raison pour laquelle souvent j'invite des aînés, des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont fait des recherches, qui sont un peu plus érudits que moi dans certains domaines, afin de venir partager avec les téléspectateurs, de venir partager avec vous, partager avec ceux qui sont en plein réveil, partager avec ceux qui se posent des questions. Aïe Bobo. Alors cette semaine, on a un nouveau thème, un nouvel invité. Vous savez, c'est pas facile de trouver des invités. Et bien sûr, les thèmes, ça pleut de partout. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me contactent, qui me disent « Mambo Rosmi, j'aimerais comprendre, j'aimerais apprendre, j'aimerais avancer, je me pose des questions, je cherche des réponses. » Mais vous savez, très souvent, les personnes sont déçues en m'appelant. Pourquoi ils sont déçus? Parce que je les mets en face de la réalité. Ils s'inventent une vérité qui n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas vraiment apprendre. Ils ne veulent pas vraiment avancer. Ils pensent que apprendre et avancer, c'est rester derrière sur sa télé ou rester derrière son écran d'ordinateur, être sur son fauteuil ou son canapé, encore pire, être sur son lit et avancer. Non. Quand la vie est dure, il n'y a que les durs qui avancent. Quand c'est difficile d'avancer, il n'y a que ceux qui sont durs qui avancent. C'est-à-dire que si tu veux vraiment apprendre la spiritualité, tu ne peux pas l'apprendre en restant dans le confort. Tu ne peux pas l'apprendre en restant dans ta zone de confort. Tu ne peux pas l'apprendre sans sortir de chez toi. Tu ne peux pas l'apprendre sans te donner les moyens. Les gens pensent qu'ils vont tout simplement passer 1 heure ou 2 heures au téléphone avec Mambo Rosmi et ça y est, ils auront tout compris. Non, parce que ne serait-ce que passer 10 minutes ou 15 minutes au téléphone avec moi, vous allez vous poser une vingtaine de questions. Même quand je vais répondre à ces 20 questions, vous en aurez encore 40 derrière. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement. La spiritualité n'est pas une porte, c'est un cheminement. Chaque jour amène son lot de questionnements. Chaque jour amène son lot de doutes. Chaque saison amène son lot d'épreuves, son lot de défis et son lot d'objectifs. Cela veut dire que si tu veux revenir à la spiritualité de tes ancêtres, tu dois faire un virage à 180 degrés. Tu dois changer ta mentalité. Si aujourd'hui, il y a des chrétiens qui regardent les cultes sur Internet, ne pense pas que tu peux faire un culte à tes divinités et à tes ancêtres en restant sur ton lit, en regardant une vidéo sur Internet. C'est pas possible. Moi, je vous amène des outils pour vous fortifier, pour vous encourager. Mais nullement en regardant Minokan, allez, on est vaudouisant. Nullement en regardant une autre vidéo, allez, on devient vaudouisant, on devient kamite. Non, il faut charbonner, il faut se lever, il faut sortir, il faut participer, il faut être actif, il faut être dynamique. Sinon, ça reste juste des rêves. Tu rêves. Tu rêves. Tu rêves. Tu te dis, j'ai envie d'apprendre. Oh, j'aimerais bien. Oh, c'est beau le vaudou. Mais pour arriver à ça, si tu as 30 ans, si tu as 35 ans, si tu as 40 ans, ça veut dire que tu as 30 ans, 35 ans ou 40 ans d'aliénation. Tu ne peux pas les retirer en 40 minutes. Et ces 30, 35 ou 40 ans d'aliénation, c'est 30, 35 ou 40 ans de retard dans ta spiritualité ancestrale. Alors, penses-tu que tu vas rattraper 40 ans en 40 minutes ou en 4 jours ou en 4 mois? Non. Il va te falloir bosser. C'est comme si tu es arrivé en retard. Donc, tu as une année scolaire et au lieu de commencer l'année en septembre, comme tous les autres étudiants, c'est comme si tu l'as commencé au mois d'avril. Est-ce que tu penses qu'en restant allongé avec ton téléphone, tu regardes et tu dis « Aïe Bobo, Otep, Alafia !» Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quand j'ai commencé le vaudou, j'en faisais plus que tout le monde. J'en voulais plus que tout le monde. Je voulais apprendre plus que tout le monde. J'étais disponible plus que les autres. Pourquoi? J'avais conscience de mon retard.
Être ce que je suis aujourd'hui n'a pas été simple, n'a pas été facile. J'ai travaillé et j'ai travaillé. J'ai eu des moments de découragement. J'ai eu des moments de, comme on dit, de breakdown. J'ai eu tous ces moments où c'était très difficile. Mais si tu sais ce que tu veux, si tu sais pourquoi tu regardes mon émission, sache que tu auras besoin d'avoir de la force, d'avoir de la volonté. Moi, je peux juste t'aider à avancer. Je ne peux pas faire les pas à ta place. Je peux juste t'aider à avancer. Je ne peux pas me lever à ta place. Je ne peux pas te couper la viande, te la mâcher et la digérer pour toi. Non. Même les divinités ne peuvent pas le faire pour toi. Ils ne peuvent pas te couper la viande, la mâcher pour toi et la digérer pour toi. Ils peuvent juste te montrer où acheter la viande ou comment faire pour avoir la viande. C'est tout. Rosemie va te montrer comment la cuisiner. Elle va te dire dans quel type d'assiette tu dois la mettre si tu veux rendre ta table beaucoup plus agréable à regarder, etc. Aïe Bobo, voilà, c'était la petite parenthèse pour l'émission Minokan. Avant de commencer notre émission, je tiens à vous rappeler notre journée Makaya. Alors, la régie, il faudra afficher le flyers. La journée Makaya du 18 décembre de 13h à 21h qui aura lieu à la rue de l'Escouvrier à Sarcelles. Une journée Makaya où nous allons être ensemble dans la spiritualité ancestrale, où nous allons, célébrer nos divinités ancestrales, Congo, nos divinités ancestrales dahoméennes, nos divinités ancestrales du rite pétro et autochtone à Ebobo. Et nous allons aussi célébrer la renaissance de la nature, la renaissance cosmique de la nature. Nous allons aussi célébrer la nature dans toute son intégralité, avec toutes les divinités qui correspondent à cette nature, telles que Grand Bois, tels que Simbi, les Simbi, Simbi Makaya, Simbi Andezo, Simbi de l'eau, Simbi Gros Roche, et j'en passe. Nous allons également avoir un moment de partage, de communion. Vous aurez une surprise pour rentrer à la maison. Et on finira la journée avec un buffet pour célébrer également la fin de l'année grégorienne. Aïe Bobo, on vous attend nombreux à cette journée, le dress code rouge et vert. Vous pourrez trouver le lien d'inscription sur ma page Rosemie Paradis, Aïe Bobo, et aussi sur mon Instagram, Rosemie Paradis, pour ceux qui le connaissent. N'hésitez pas, je mets toutes mes actualités au fur et à mesure et c'est régulièrement mis à jour. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo. Ah, ce soir, un thème. J'ai mis du cœur à vous le préparer. Pourquoi? Parce que je me sens aussi concernée par ce thème. Et à travers ce thème, on va passer des étapes ensemble. On va évoluer dans ce thème ensemble. C'est un thème qui va particulièrement interpeller les afrodescendants. Eh oui, les afrodescendants. Quand je parle des afrodescendants, je parle de qui? Je parle de tous les descendants des Africains qui ont été déportés. Déportés où? Peu importe où ils ont été déportés. Déportés à la Caraïbe,
déportés dans les Amériques et également déportés dans d'autres pays d'Afrique. Aïe Bobo. Très souvent, donc là je vais parler plus pour la Caraïbe et les Amériques, très souvent quand on est un afro-descendant ou un descendant d'Africains déportés, si vous préférez, quand on commence à se réveiller et on veut revenir à la spiritualité ancestrale, on ne sait pas par où commencer. Je remercie les ancêtres et je leur dis gratitude que je n'ai pas eu ce problème-là. On ne sait pas par où commencer. Est-ce que je vais aller dans l'Ifa, au Nigeria, avec le culte des Orishas? Est-ce que je dois aller dans la Santeria? Est-ce que je dois aller dans le vaudou en Haïti? Est-ce que je dois m'intéresser au candomblé? Est-ce que je dois m'intéresser au Fa au Bénin? Est-ce que je dois m'intéresser chez les Bombok au Cameroun? Est-ce que je dois m'intéresser à la spiritualité Congo? Que dois-je faire? Et là, je vous en passe encore d'autres. Hein. Que dois-je faire? On lit, on entend beaucoup de choses. On ne sait plus quoi ni qui croire. Et très souvent, on reste juste à bouquiner, on reste juste à écouter sans rien pratiquer. Parce qu'au final, on ne sait pas. On ne sait pas par quelle route passer. Et même chaque route a des étapes. Chaque route a plusieurs étapes. Alors, est-ce que l'étape dans laquelle nous sommes est juste une étape? Ou est-ce que c'est une route? Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que je vais à la bonne allure? Est-ce que je dois passer plutôt par telle autoroute, tel périphérique, tel départemental, tel national? C'est compliqué. C'est compliqué et je le vois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent « Mambo Rosmi, je sais pas, je comprends pas. Avant, moi, je faisais de la santeria, moi, j'ai fait du candomblé, j'ai été initiée au Fa, je comprends plus rien. » Moi, je peux vous donner mon conseil. Mais très souvent, les gens ont du mal à écouter peut-être mon conseil parce qu'ils entendent tellement d'autres choses à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux, ils comprennent très mal. Et vous savez pourquoi on comprend très mal? Parce qu'on a une mauvaise conception de l'histoire. On a une mauvaise conception de l'histoire. On ne comprend pas, on a du mal à faire certains liens. On a du mal à comprendre que, oh oui, telle chose, mais oui, chez moi aussi, il y a ça. Et on pense qu'on doit forcément le prendre chez l'autre. Eh bien, ce soir, on va parler de ça. Le thème de ce soir est de la Caraïbe au continent africain. Quelle route pour les afro-descendants? Quelle route? Où passer? Que faire? Quand faire? Comment le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Que de questions qui ne nous aident pas à avancer quand on n'arrive pas à trouver les réponses. Vous comprenez ce que je dis? Aïe bobo. Alors pour ce thème, il me fallait quelqu'un qui ait de la connaissance historique. Ça, je vais pas vous le cacher. Il me fallait quelqu'un qui ait de la connaissance historique, la connaissance du terrain, la connaissance de certaines terminologies, la connaissance de certaines ethnies, de certains peuples, une connaissance générale. Alors, ce n'est pas une bibliothèque universelle, mais il va nous aider à comprendre une certaine facette de cette route pour les afro-descendants. Alors ce thème, oui, on peut inviter plein d'autres historiens de plein d'autres pays qui chacun nous donneront une facette qui pourra nous aider à recoller les puzzles afin d'avoir notre cartographie pour trouver notre route. Aïe Bobo, alors ce soir, je vais accueillir le professeur, je ne vais pas le présenter, vous savez comment ça se passe à Minocan. Chaque invité se présente. Alors, je vais le laisser se présenter tout seul, comme un grand. Alors, je dis aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo au professeur. Bonsoir, madame la présentatrice. Je voudrais vous saluer le travail que vous faites d'amener les afro-descendants ou les descendants d'Africains déportés, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et les amener à comprendre, à connaître leurs origines, à se ressourcer et à mieux organiser leur spiritualité. Donc, je vous félicite, je vous remercie pour ces différentes initiatives que vous prenez. Alors, moi, je suis Aoua Dieudonné, je suis enseignant d'histoire au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, c'est au Bénin. Je suis maître assistant des universités, mais avant de venir à l'université, j'ai été d'abord enseignant d'histoire et géographie au collège. Donc, j'y ai passé environ 14-15 ans en tant que professeur certifié d'histoire et géographie. J'ai fait ma thèse
en histoire économique et sociale en septembre 2014. Donc, j'ai été intégré au corps des assistants de l'université d'Abomey-Calavi en 2016. Et donc, je suis passé maître assistant des universités en 2019. Et voilà, actuellement, je suis spécialiste de l'histoire économique et sociale au département et je m'intéresse particulièrement aux questions économiques, en l'occurrence aux questions liées à l'agriculture en tant que socle du développement économique national. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ma personne. Merci. Merci, professeur. Alors, avant de commencer, c'est vrai, quand j'ai expliqué, par exemple, à mon mari que j'allais inviter le professeur Ao, d'ailleurs, professeur Ao qui m'a été vivement recommandé par notre frère, le professeur Pierre Nilon, que je salue d'ailleurs. Alors, quand j'ai dit à mon mari que je veux recevoir le professeur Ao, il m'a dit, mais dis-moi, lui, c'est quoi? C'est un vaudouisant, c'est un chrétien, c'est un musulman. Il pratique quoi comme spiritualité? Donc, je pense que la plupart de nos téléspectateurs vont se poser la même question. Donc, avant même d'entamer les hostilités, comme on dit, professeur, est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs, aussi à moi m'expliquer, parce que je ne sais pas d'ailleurs, quelle est la spiritualité que tu as de ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Comment tu as évolué spirituellement? Toi qui, je pense, es né au Bénin, tu connais l'histoire du Bénin, tu connais la spiritualité ancestrale au Bénin, et on sait que le Bénin aussi a été colonisé. Et toi qui es prof d'histoire, ça veut dire que je pense que tu n'es pas, entre guillemets, comme la plupart des chrétiens qui ne cherchent pas à comprendre l'origine de la Bible. Donc, explique-nous en fait, compte tenu de toutes les connaissances que tu as acquis depuis tes études, quelle est ta spiritualité aujourd'hui et quelle elle était avant? Le lien, la connexion ne semble pas être très fidèle de votre côté là-bas. Ah, Et merci d'accord. merci pour la question. Et je crois que comparativement à mes frères afro-descendants qui ont coupé le lien avec l'Afrique pour les raisons que vous connaissez, qui sont des raisons historiques liées à la traite transatlantique et tout ça. Moi également, bien qu'étant né au Bénin et ayant grandi au Bénin, je suis un tout petit peu le fruit de cette influence européenne sur l'Afrique. Donc, et aujourd'hui, en termes de spiritualité, je peux dire que je suis un syncrétiste. Syncrétiste en ce sens que j'ai été, je suis d'une famille qui s'est mariée légalement à l'Église catholique et donc je suis le fruit d'une union religieuse chrétienne catholique et donc j'ai été éduqué, j'ai évolué sur ce chemin de la foi. Et moi-même, je m'appelle Dieudonné aujourd'hui, donc je suis baptisé, j'ai communié, j'ai fait presque tous les sacrements de l'Église. Mais une fois que j'ai commencé par grandir au collège, j'ai un parent, un papa qui très tôt m'a dit, mon fils, il faut pas oublier tes racines, il faut faire un retour à la spiritualité traditionnelle ancestrale. Donc, à partir de, je crois, la classe de la 4e, j'ai commencé par suivre des rites initiatiques dans certaines pratiques de nos divinités. J'ai été initié à la divinité Oro, qui est une divinité typiquement Nago, et Nago qui est une sous-branche de la grande famille des Yoruba venus du Nigeria. Et donc, j'ai été initié aussi à une autre pratique religieuse traditionnelle qu'on appelle le Egungun. Et le Egungun, c'est une divinité qui s'exprime à travers un spectacle
un port de masque, un peu comme le Oro, et j'ai été aussi initié à cela. Et puis, actuellement, je suis en train de m'initier aussi à la divinité Ifa. Ifa qui est la mère de toutes les divinités africaines. Et donc, parallèlement à ma foi chrétienne, je suis aussi quelqu'un qui est en train de retrouver mes origines africaines. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser aussi aux réalités de ma région. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ma foi. Aujourd'hui, tel que je l'ai dit, j'ai été baptisé, j'ai communié, et puis le dernier sacrement de l'Église catholique qui me reste aujourd'hui, je crois que c'est le sacrement du mariage. Donc, parallèlement à ça, et en bon africain et en bon béninois, j'ai commencé par me ressourcer et donc à me retourner vers mes origines religieuses. Je ne veux pas dire vaudou parce que ici au Bénin, le vaudou est une expression, est une appellation qui est propre à un peuple venant de l'ère culturelle Adjatado. Et donc, nous qui sommes descendants du groupe Yoruba, et nous qui sommes Nago et qui avons conscience d'avoir une origine nigériane, et principalement de Ile-Ife, donc nous appelons le vaudou le Orisha. Donc le Orisha, c'est un peu l'équivalent du vaudou et en langue fon. Donc voilà, et il y a des divinités qui sont typiquement Yoruba, Nago, et qui cohabitent avec des divinités de l'ère Adjatado, l'ère culturelle Adjatado, et puis ça, il y a un brassage, un emprunt réciproque du fait de la proximité, du fait des raisons historiques qui justifient la mise en place des populations qui vivent aujourd'hui sur l'actuel espace qu'on appelle le Bénin. Donc, toutes ces raisons-là qui ont contribué à la mise en place des populations font qu'il y a un emprunt réciproque en termes de pratique de la religion traditionnelle. Donc, les divinités qui sont des divinités propres à l'ère culturelle Yoruba Nago se retrouvent par emprunt dans des panthéons vaudous de l'ère culturelle Fon et vice-versa. Voilà schématiquement et comment ça se présente aujourd'hui sur le territoire béninois. D'accord. Alors, je vais essayer de simplifier pour voir si j'ai bien compris et aussi pour essayer d'aider un petit peu les téléspectateurs pour voir si eux aussi ils ont bien compris. Je baisse un petit peu le son de mon casque parce que j'entends des échos. Alors, ce que tu m'as dit, professeur, tu me dis si j'ai bien compris. En fait, donc tu pratiques également ta spiritualité ancestrale, que malgré le fait que tu sois béninois, tu n'appelles pas cela vaudou, tu appelles cela orisha, ok? Tel que tes ancêtres Yoruba l'appelaient. Tu dis encore que les divinités qui sont servies dans le culte des orishas, donc l'orisha, tel que Oro, tel que Egungun, si j'ai bien prononcé, ce sont des divinités Yoruba. Et donc, de ce fait, elles cohabitent avec des divinités Fon et Adjatado parce qu'elles se trouvent dans le même espace géographique. Mais en fait, elles ne viennent pas du vaudou tel que les Fon le pratiquent ou le pratiquaient auparavant. Et tu me dis encore qu'il y a plusieurs divinités qui cohabitent. C'est comme si on avait une maison et que tout le monde habite dans cette maison, chacun a sa chambre, mais en fait, on n'est pas tous issus de cette maison. Si j'ai bien compris.
Donc, donc ma première question avant de poursuivre, est-ce que, mis à part les Yoruba, donc qui est la grande famille, après qu'il y a des subdivisions telles que les Nago et autres, est-ce que, mis à part les Yoruba, il y a d'autres ethnies au Bénin qui n'appellent pas le vaudou vaudou? Bon, merci. Et je crois que les deux terminologies qui sont reconnues et qui sont retenues et au Bénin aujourd'hui, c'est le vaudou et puis c'est le orisha. Le Orisha. orisha pour les culturels Nago Yoruba et le vaudou pour les culturels Adjatado. Et donc ça fait deux grands groupes qui constituent, c'est-à-dire qui peuplent le sud du Bénin, le sud et le moyen Bénin, et puis les populations qui sont dans le septentrion, les populations Batonou et les populations d'Indi, les populations d'Itamari qui sont plus en profondeur dans le nord du pays, ont aussi des pratiques spirituelles et endogènes, mais chacun dans leur langue a une dénomination qui est appropriée. Mais sur le plan national, ce sont ces deux terminologies qui sont populaires. Donc, quand vous parlez du vaudou, et que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez au centre, tout le monde comprend ce que vous voulez dire. Et quand vous parlez aussi du orisha, et que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez au centre, tout le monde sait de quoi vous voulez parler. Et tel que vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié la description que vous avez faite. Ce qui est unanimement admis aujourd'hui en termes de pratique de la spiritualité traditionnelle, c'est que dans la conception africaine en général, le noir, l'Africain, a une croyance très profonde en un au-delà. Chaque noir, chaque Africain sait qu'il y a un Dieu qui est un Dieu suprême. En fond, dans la langue fond, le Dieu suprême, on l'appelle Maou ou Segbolissa, et puis dans l'ère culturelle Yoruba Nago, le Dieu suprême, il est appelé Olodumare, ou Olodumare ou Olorun. Et donc, ce Dieu, Olorun, et donc ce Dieu qui est le Dieu suprême a des représentants, c'est-à-dire que il y a des intermédiaires entre ce Dieu et les hommes, donc les vivants, et ces représentants, ces intermédiaires que nous appelons des divinités, peuvent être des êtres surnaturels, peuvent être des êtres naturels, peuvent être des hommes comme vous et moi, donc des gens qui ont vécu sur cette terre et qui ont acquis une certaine puissance, qui ont atteint un niveau de spiritualité très élevé, et donc dès qu'ils sont morts, ceux-là, ils deviennent sacrés et ils sont sanctifiés, et puis on les appelle, ils sont divinisés. Voilà, ils sont divinisés, et dans leur famille, il y a un culte qui leur est voué. Et donc, je peux dire que l'Africain pense que tout individu provient d'une divinité. Donc, tout individu est une représentation ou une partie d'une divinité sur la terre. Et donc, dans chaque famille, les membres de chaque famille constituent des représentants d'une même divinité. Et cette divinité a un temple, a un sanctuaire et puis un culte qui lui est voué dans la famille. Et au niveau de la tribu qui rassemble un certain nombre de familles, les gens ont conscience qu'ils sont des descendants de différentes divinités, donc mais appartenant à une divinité supérieure
Et donc, un peu comme des enfants d'un même père et qui sont installés à leur propre compte et qui ont commencé par fonder leur famille. Et donc, ces différentes lignées se mettent ensemble et puis regroupent les différentes divinités auxquelles ils vouent des cultes dans un couvent avec un temple bien déterminé. Et donc, après cela, il y a l'ensemble de la population. Il y a des divinités qui sont interethniques, des divinités bienfaisantes, bien sûr, et qui sont adorées, qui sont adorées par tout un grand public. Et donc, ces divinités ont leur sanctuaire un peu plus grand et à l'extérieur de l'espace familial. Donc, ils sont vénérés et en dehors de l'espace familial. Et donc, chaque divinité a un prêtre qui lui voue le culte, un prêtre qui est là pour prendre soin de la divinité. Et le prêtre est, dans toutes les cultures africaines et béninoises en particulier, le prêtre est toujours choisi par consultation oraculaire. Donc c'est à travers le Fa, c'est le Fa qui désigne le prêtre, celui-là, cette personne qui est chargée, n'est-ce pas, de conduire les rituels de la divinité. Et donc voilà comment ça se passe sur l'espace béninois où je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, pareil, je vais faire ma petite analyse et tu me diras si j'ai bien compris ou si je suis à côté de la plaque. En fait, c'est un peu ce que j'explique souvent à mes élèves dans ma classe virtuelle. Je vais employer des termes un petit peu plus simples, hein, mais tu me dis si j'ai bien compris et si j'ai bien remasterisé un peu tout ça. Il y a d'abord, on va dire, le premier cercle spirituel, qui est l'habitation, la famille, ok? Ce qu'on appelle chez nous le lakou, la cour. Et dans cette cour, dans ce cercle familial, il y a des divinités tutélaires qui sont servies, qui sont adorées, divinités auxquelles on offre un culte. Donc, ces divinités peuvent avoir une pièce, en fait, on va dire un temple ou un hôtel ou un espace qui va leur être complètement dédié. Et la famille, chaque fois que la famille a un problème ou que la famille veut faire des célébrations ou autre, c'est auprès de ces divinités. Donc, on va dire les guides tutélaires, les dieux tutélaires de la famille. Ça, c'est un. Après, il y a aussi les divinités communautaires qui appartiennent à une ethnie. Ça veut dire que le professeur Ao peut avoir sa divinité, et puis l'autre a une divinité, c'est un aïeux à lui, qui n'a rien à voir avec le professeur Ao, mais comme le professeur Ao, lui, par exemple, si il est Nago, comme il l'a dit, donc l'ethnie Nago a des divinités. Ça veut dire que ça peut être encore d'autres divinités qui ne sont pas issues directement des divinités ancestrales du professeur Ao, mais il y a des divinités, des dieux tutélaires de l'ethnie Nago qui sont peut-être célébrés chaque année, par exemple, qui ont un temple spécial pour eux où toute la communauté sort des cours familiales et vont célébrer, offrir des offrandes, etc. à ces divinités-là. Est-ce que j'ai bien compris? C'est parfait. Et voilà. En dehors de ça, c'est qu'il y a un troisième niveau de divinité, ce qui est l'ensemble des divinités qui appartiennent à toute la communauté. Donc, voilà. Si je peux le dire comme ça, et quand je prends la famille, je prends la tribu, et puis il y a le peuple, la grande communauté. La donc, nation, on peut dire. Bon, je me réserve de parler de la nation, parce que la nation désigne déjà une dénomination plus moderne de oui, bon, quand je dis la nation, le peuple. Le peuple. Le peuple dans le sens large. Ou la communauté. D'accord, ok. Communauté. Donc, il y a des divinités qui sont célébrées, qui sont reconnues par la grande communauté. Il y a des divinités qui appartiennent à la tribu, à l'ethnie, et il y a des divinités familiales. Et donc, voilà comment se présentent les différentes divinités sur l'espace béninois. J'ai une question.
Tout à l'heure, tu as parlé que chaque divinité a son prêtre ou sa prêtresse, hein, je pense. Que celui-ci, ce dernier, est nommé par... Excuse-moi, je baisse un peu le micro. Ce dernier est nommé par le Fa. Donc, c'est le Fa qui désigne le prêtre, celui qui va servir cette divinité. Maintenant, ma question. Est-ce que le Fa désigne le prêtre ou la prêtresse qui va servir, par exemple, au Oro dans l'ethnie, ou il va désigner le prêtre et la prêtresse qui va servir Oro dans la cour familiale? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que c'est possible que, par exemple, Awo, dans sa famille, on ne l'a pas appelé à servir Oro, mais par exemple, pour l'ethnie Nago, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la famille de Awo, qui vont dire, toi, Awo, Dieudonné, viens ici. Tu dois être prêtre pour Oro. Désolée, hein, je t'ai pas épargné ce soir. Je t'ai ramené des vraies questions. Non, mais je crois que c'est une question intéressante. Et vous savez, c'est le même mode opératoire, la même technique de désignation. Et le prêtre de la divinité familiale est désigné au sein de la famille. Okay. Et puis le prêtre des divinités de l'ethnie, donc un groupe d'individus au sens plus large que celui de la famille, est désigné au sein de cette ethnie. Et puis, les divinités qui sont communautaires, les divinités appartenant à tout le monde, parce que les gens ont dû constater que ces divinités sont des divinités bienfaisantes et ils ont adhéré à travers des rites initiatiques et tout ça. Donc, ces divinités qui sont communautaires, je peux vous donner un exemple de divinité communautaire. Par exemple, dans l'ère culturelle fond, il y a le Legba. Et le Legba a son répondant dans l'ère culturelle Yoruba Nago, le Elegbara. Et le Elegbara, c'est un peu comme le gardien du village. Donc, c'est une divinité qu'on retrouve à l'entrée de tous les... Et cette divinité, c'est tous les membres du village, toute la grande communauté du village. Et donc, là, c'est au sein du village que le Ifa désigne le prêtre qui doit être chargé de lui rendre les rites, les offrandes qui sont les siennes. Donc, voilà comment ça se passe. En famille, les divinités familiales ont un prêtre choisi dans la famille. Au niveau de l'ethnie, le prêtre ou la prêtresse est choisi au sein de l'ethnie. Et les divinités qui sont interethniques, bon, le choix est fait au milieu parmi les autres habitants du village. Voilà comment ça se passe. Très bien, merci. Alors, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu t'inviter, professeur, c'était que avec professeur Pierre Nilon, on avait parlé des défunts, de la mort, de l'au-delà. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent énormément de questions par rapport à cet univers. Hein. Et c'est vrai que dans le vaudou haïtien, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tu as dit que dans l'ère culturelle Yoruba, on appelle le grand suprême Olodumare ou Olohun, et dans le vaudou en Haïti, on l'appelle Olohum. Donc déjà, même phonétiquement, c'est très proche. On l'appelle Olohum. Et c'est vrai que dans le vaudou haïtien, tout ce qui va être funéraire, tout ce qui va être les défunts, c'est associé à un rite bien précis, le rite Guédé Banda. Et dans ce rite Guédé Banda, on appelle les esprits de la mort les Guédés. Et les Guédés sont une abréviation, en fait, du mot Guédévi. Alors, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas eu honte de présenter mes excuses à mes élèves et je n'aurais pas honte de présenter mes excuses aux téléspectateurs de Minokan parce que Minokan, on est là pour apprendre. Hein. Quand on s'assoit autour du feu, il y a des anciens, il y a des aînés, il y a des grands, il y a des moins grands et on est là chaque fois pour apprendre et on continue d'apprendre.
Et c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches, ou même quand moi-même je me suis fait initier, on me dit que les Guédés, ce sont des défunts, et ça nous vient du Bénin. Ce sont des divinités qui viennent du royaume de Dahomey. Alors moi, tout simplement, comme c'est ce que j'ai appris par transmission orale, c'est ce que également je transmets. Les Guédés, les Guédévi, Guédévi qui veut dire fils de Guédé, ce que j'ai appris, viennent du Bénin, avec toute la petite histoire, et Papa Guédé, et la petite histoire aussi que les Guédés sont des esprits qui ont un très gros potentiel de connexion avec l'au-delà. Et qui dit connexion avec l'au-delà, ça veut dire également guérison, parce que les morts ont un pouvoir de guérison, les morts ont un pouvoir de briser la malchance, d'enlever la poisse, s'il y a des malédictions, vu que eux, ils ont déjà traversé, ils ont cette puissance-là. Voilà ce que j'ai appris. Alors, quand j'ai dit, il me faut avoir quelqu'un qui a une connaissance bien appuyée sur les Guédés, alors il me fallait quelqu'un du Bénin, parce que pour moi, je j'ai toujours su que les Guédés venaient du Bénin. Alors donc du coup, il y a le professeur Awo qui est là avec nous ce soir et qui va nous parler de l'ethnie Guédé ou Guédévi, va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que cette ethnie, leurs origines, leurs pratiques. Est-ce qu'il connaît des divinités rattachées à cette ethnie? Parce que pour nous, les Guédévi, les divinités, c'est les Guédés. Donc ce sont, entre autres, les Guédévi qui sont décédés dans les îles. Leur esprit, on dit, ce sont des Guédés. Et c'est avec eux que nous sommes en communion lorsque nous célébrons les défunts. On fait honneur aux Guédés, donc à nos aïeux Guédévi. À toi la parole, professeur. Merci à toi. Et je pense que, tel que je l'avais dit à l'entame de l'émission, c'est que l'Africain en général et le Béninois en particulier a un sens très élevé de la spiritualité. Et donc, les Africains, le Noir, croient profondément en l'existence d'un au-delà. Et donc, les morts ne sont pas morts en Afrique. L'Africain ne considère pas que ses parents, que les membres de sa famille sont morts définitivement. L'Africain, le Béninois, croit en l'existence de la résurrection, croit en l'existence d'une seconde vie, et donc, la mort n'est qu'un simple passage, un passage de niveau, donc de la vie, à un autre niveau de vie immatériel. Et donc, il croit à cela et il sait que les morts ont atteint un niveau de perfection donné puisqu'ils sont sortis de leur corps charnel et donc ils entrent dans une immatérialité qui leur confère un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de puissances. Et donc, en intercédant auprès d'eux, les morts arrivent à assurer la protection des membres de leur famille encore vivants. Les morts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent préserver les membres de leur famille d'un certain nombre de difficultés liées à la vie existentielle. Et donc, le culte des morts n'est pas propre à un peuple, à une communauté bien déterminée. C'est le culte des morts existe dans toutes les communautés africaines. Et au Bénin, que ce soit dans l'espace, dans l'aire culturelle Adjatado, que ce soit dans l'aire culturelle Nago Yoruba, dans l'aire culturelle Batonou, dans l'aire culturelle Otamari, qui sont des peuples septentrionaux. Et donc, le culte des morts existe. Et pour revenir à ce que vous appelez les Guédés, et que moi j'appelle les Igédés, il y a le préfixe I qui est amputé, donc avec le temps, il y a eu un problème de déformation linguistique, donc sinon, c'est les Igédés. Les Igédés sont des gens qui sont venus du Nigeria et qui sont venus principalement d'un berceau
culturel originel qu'on appelle Ile-Ife. Et donc, ils sont sortis par petits groupes, par vagues migratoires et de Ile-Ife avec, et, avec la destruction, la dégénérescence de ce royaume au cours du 12e, 13e siècle. Et donc, dans leur vague migratoire, quand vous venez sur le plateau d'Abomey, donc l'espace qui a supporté, qui a vu naître le pouvoir à la Dahomey, le pouvoir fond, donc l'espace sur lequel le royaume du Dahomey a été érigé. Donc les premiers habitants de cet espace qu'on appelle le plateau d'Abomey, ces premiers habitants, ce sont les Igede. Et les Igede qui sont venus du Nigeria, et ce patronyme leur est collé à la peau parce que le groupe migratoire, c'est-à-dire celui qui a conduit ce mouvement migratoire qui est installé sur le plateau, qui est de l'ethnie Igede du Nigeria, puisque les Igede existent encore de nos jours au Nigeria. Donc, il s'est installé. Et puis, les autres qui sont venus par la suite, les communautés Aizo, les communautés Hula, et puis par la suite, les Aladahonu, donc la communauté Fon, par la suite. Donc, ceux-là, ils les appellent les Guédés. Guédé parce que n'étant pas de la même origine linguistique que ces nouveaux venus sur le plateau, il y a eu des formations. Et donc, les Igédés sont supposés être les premiers habitants du plateau d'Abomey. Et ceux-là, lorsqu'ils sont arrivés, les Aladahonu reconnaissent que les Igédés sont les propriétaires terriens, c'est-à-dire les propriétaires de la terre. Donc, ils ont commencé par les appeler les Aïnos. Mais une fois que le pouvoir royal s'est installé, les Aïnos ont perdu leur pouvoir sur la terre et ont été transformés en roturiers, c'est-à-dire en citoyens ordinaires n'ayant plus un pouvoir politique consistant. Et donc, dans ce schéma, les Igédés ont vu les rites et les cultes des ancêtres qu'ils pratiquaient, ils les ont vus phagocytés, ils les ont vus et captés par les nouveaux migrants et qui ont constitué l'espace palatial qu'on a appelé le royaume du Dahomey. Et donc, plusieurs cultes comme le culte de la divinité Sapata, comme le culte de la divinité Elegbra dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ces divinités qui étaient à l'origine des divinités typiquement Yoruba, Nago, sont entrées dans le panthéon fond. Donc, de ceux-là qui sont les nouveaux migrants venus de Adjatado. Et donc, les Igédés ont gardé par devant eux que la seule divinité liée à leur ancêtre éponyme et qu'on appelle le Igédé. Le Igédé est une divinité dont le prêtre s'appelle le Guédénon. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu succession au niveau de cette fonction de prêtre. Et actuellement, quand vous allez sur le plateau d'Abomey, vous avez encore un Guédénon qui officie dans le couvent de cette divinité Guédénon. Mais on ne connaît plus assez de choses sur cette communauté, puisque avec le temps,
le brassage culturel aidant, et au moment où le royaume du Dahomey était à son apogée, donc la période de gloire de ce royaume a amené les roturiers, les Igédé, en tout cas un bon nombre de Igédé, à changer de patronyme, à changer de nom pour se confondre, n'est-ce pas, au peuple. Et ceux qui sont restés et qui ont gardé leur patronyme et les villages qui ont été créés au cours de cette période ont pratiquement disparu. Ont pratiquement disparu, et de nos jours, on a des localités à consonance Yoruba, Nago, mais qui ne traduisent plus la même réalité. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette communauté qu'on appelle Guédé. Et donc Guédévi, le terme Guédévi, c'est la terminologie est donnée par les nouveaux migrants, donc le groupe des descendants d'Adjaruto, qui sont venus créer le royaume du Dahomey. Et ils appellent ceux-là qui sont les premiers habitants du plateau les fils de Guédé, en référence à leur aïeul qui a conduit la première vague migratoire sur le plateau d'Abomey. Donc Guédévi, comme vous l'entendez, fils de Guédé, c'est ce que ça veut dire dans la langue fon ou dans l'ère culturelle Adjatado, mais ça ne signifie pratiquement rien dans l'ère culturelle Yoruba. Cependant, le Igédé, quand vous dites Igédé, celui qui est Yoruba, celui qui est Nago, c'est de quoi vous voulez parler. Donc voilà comment ça se passe. Ce que je retiens, c'est que tu as dit que les divinités servies par les divinités qui étaient honorées et adorées par les Igédé s'appelaient également Igédé ou Guédénon. Donc c'est comme si en fait la divinité porte le même nom que pratiquement que l'ethnie. Et c'est vrai que dans le rite Guédé-Banda, dans le vaudou haïtien, les divinités s'appellent aussi les Guédé. Voilà. Donc c'est encore une fois, il y a encore ce lien en fait, quoi qu'il arrive, malgré les siècles qui nous séparent de cette période, et malgré les kilomètres qui nous séparent aussi du continent, il y a encore de très grosses similitudes. Mais le point où j'aimerais qu'on appuie pour nos téléspectateurs, c'est que tu as dit que les Igédé, ou que les Guédévi, peu importe, hein, donc les Guédévi ne viennent pas réellement du Bénin. En fait, ce sont les descendants des Igédé, et en fait, les Guédévi sont vraiment originaires de Ilé-Ifé. Est-ce que tu peux expliquer pour nos téléspectateurs qu'est-ce que Ilé-Ifé? Parce que eux, ils vont pas comprendre. Ilé-Ifé, est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est un pays? C'est comment? Est-ce que c'est loin du plateau d'Abomey? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Ilé-Ifé? Merci. Bon, merci beaucoup. Ilé-Ifé, c'est une région. Aujourd'hui, Ilé-Ifé est une grande ville, mais de par le passé, Ilé-Ifé avait été un royaume qui a connu la succession de plusieurs rois. Et Ilé-Ifé, c'est un berceau culturel et cultuel du Nigeria. C'est une région qui est située au sud-ouest du Nigeria, donc un peu plus proche de l'espace béninois d'aujourd'hui. Et similitude pour similitude, je peux dire que Ilé-Ifé est pour le Nigeria ce que Jérusalem ou la Mecque constitue pour les chrétiens de ce côté et les musulmans de l'autre côté. Donc, c'est sacré. C'est la ville sacrée ou le royaume sacré, le berceau de toutes les divinités qui se sont répandues dans l'ère culturelle Yoruba. Et donc, Ilé-Ifé, c'est le berceau des premières divinités que les ressortissants, que les membres
n'est-ce pas, de la famille régnante, la famille royale, qui s'est dispersée à la chute du royaume vers le 12e, 13e siècle, ont emporté dans leurs différentes vagues migratoires. Donc, c'est un berceau de la civilisation Yoruba Nago du Nigeria. Donc, d'accord. Est-ce que, excuse-moi, comme tu dis que c'est une ville sacrée, tu expliques que Ile-Ife est au Nigeria, ce que Jérusalem est à Israël. Est-ce qu'il y a des pèlerinages à Ile-Ife? Est-ce que à Ile-Ife, vu que c'est le berceau culturel et cultuel du Nigeria, donc ça veut dire c'est comme si tu me parles de mon nombril, hein, de ma racine. Est-ce qu'il y a des temples à Ile-Ife? Est-ce que des gens vont faire des pèlerinages? On va en parler en deuxième partie d'émission, mais c'est vrai que on entend plus les gens faire des pèlerinages, par exemple à Ouida, à Savé, donc du coup au Bénin. Mais on entend très peu de personnes parler d'Ile-Ife. Donc je pense que même la plupart des téléspectateurs, ce sera la première fois qu'ils entendront parler de cette ville, de cette région. Est-ce qu'il y a encore des temples? Est-ce qu'il y a encore ce sacré-là, cette dimension spirituelle ancestrale sacrée à Ile-Ife? Bien sûr que oui. Et en termes de pèlerinage, et ceux qui vont à Ile-Ife aujourd'hui n'y vont plus en grand nombre ou n'y vont pas en grand nombre pour on puisse parler de pèlerinage au sens propre du terme. Mais il y a par exemple les adeptes de la divinité Ifa. Ifa ou le Fa dans l'ère culturelle Adjatado. Donc tous ceux-là qui sont des adeptes ou des prétendants, des gens qui veulent s'initier à la pratique divinatoire sont obligés, en tout cas, s'ils veulent atteindre une certaine renommée dans la pratique, ils sont obligés d'aller se ressourcer, d'aller à Ile-Ife. Et Ile-Ife est resté à garder sa réputation de la maison mère, de la ville berceau, n'est-ce pas, de cette divinité Ifa, et tel que je l'ai dit tout à l'heure, qui est considérée comme étant la mère de toutes les divinités. Donc, ce retour à l'origine, ce retour à la source continue, s'observe, se fait jusqu'à nos jours, mais pas par des gens en grand groupe qui veulent nourrir leur curiosité, qui veulent aller, puisque n'oubliez surtout pas l'influence de la colonisation et l'imposition du christianisme fait que il y a eu une sorte de rupture, de rupture du lien entre les pratiques ancestrales et les religions importées modernes. Et donc, ceux qui y vont aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont encore rattachés à la divinité traditionnelle ancestrale et qu'on peut appeler le Ifa. Donc, contrairement à Ouida, quand vous avez parlé du pèlerinage à Ouida, les gens vont plus à Ouida, non pas dans l'esprit, dans le but de se ressourcer forcément, ils y vont surtout en touriste, plus en touriste qu'en pèlerin. Qu'en pèlerin animé d'une foi profonde pour les pratiques ancestrales. Voilà. D'accord, très bien, merci. Avant de prendre la pause, j'ai une dernière question. Et donc, le lien est tout trouvé parce que tu as parlé d'Ile-Ife, tu as parlé du Nigeria, tu as parlé de berceau culturel et cultuel de la spiritualité des Orishas. Ok? J'aimerais que tu nous parles précisément maintenant de l'ethnie Nago. Pourquoi je parle de l'ethnie Nago? Parce que dans le vaudou haïtien, si je peux dire que la divinité tutélaire, si on peut parler d'une divinité ou d'une des divinités tutélaires, s'il y en a 3, on ne peut pas ne pas parler d'Ogu. Et quand on dit Ogu, on dit Awo, ton nom de famille.
Chez nous, on dit Ao. On ne peut pas ne pas parler de cette grande divinité qui est extrêmement servie dans le vaudou haïtien, donc Ogou. Malheureusement, la plupart des dévotés de cette divinité ont très peu d'informations de cette divinité. On sait juste que c'est une divinité qui est servie sur le rite Nago. Mais peu de personnes savent que le Nago est une ethnie de la grande famille des Yoruba. Et j'aimerais que tu me parles des Nago. D'où viennent-ils? Toi, tu es béninois, ok? Est-ce qu'il y a beaucoup de Nago au Bénin? D'où viennent-ils? Comment vous avez fait pour vous retrouver là-bas? Ok? Si vous venez pas de là, et de me parler d'Ogou. On aimerait bien que tu nous parles de cette divinité-là, du moins les informations que tu as sur cette divinité, parce que beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Caribéens sont des dévotés d'Ogou. Ao, à toi. Merci bien. Et je vais commencer par dire que quand on parle de Nago, c'est une sous-branche de la grande famille des Yoruba. Quand on parle de Yoruba, nous avons les Nago, nous avons les Tchabé, nous avons les Idacha, nous avons les Ifé, nous avons les Ketu, nous avons les Maningri, nous avons les Patago, nous avons les Mokole. Donc, tout ce que je viens de citer, ce sont des variances, des sous-groupes du grand groupe Yoruba. Et donc, les Nago sont des gens qui parlent une dialecte, une langue originelle qu'on appelle le Ana. Le Ana, c'est le parler de cette communauté, de cette sous-branche du Yoruba, et qui ont quitté, ou cette branche dont les membres ont quitté le berceau originel Ile-Ife. Ils ont quitté Ile-Ife, mais dans leur pérégrination, dans leur marche vers l'aventure, ils ont rencontré d'autres ethnies venant du royaume d'Oyo, et eux, ils parlent le Yoruba raffiné. Donc, le brassage de ces deux communautés, les Ana et les Yoruba venant de Oyo, a donné naissance à un autre parler dialectal qu'on a appelé le Nago. Au fait, le Nago, c'est l'appellation coloniale d'une réalité qui ne s'exprime pas dans le même vocable que ce que le colonisateur a écrit. Donc les gens, ils disent, nous parlons, qui êtes-vous? Quand on leur pose la question, qui êtes-vous? Ils disent, nous sommes les Ana. Ana, c'est la langue qui est parlée par ce sous-groupe venant de Ile-Ife et qui, dans sa marche migratoire, a rencontré d'autres sous-groupes ethniques et dont le brassage a donné naissance à une autre variance du Yoruba qui n'est plus le Yoruba premier originel, mais qui a des inflexions, qui a des mots, c'est-à-dire des emprunts qui diluent le parler originel. Donc les Ana, qui sont devenus les Nago par la suite, sont venus de Ile-Ife, et ce sont des gens qui ont connu un brassage dans leur parcours migratoire, et puis ce brassage a eu
des répercussions sur la langue, le Yoruba originel, pour donner naissance à un autre parler qui est devenu, qu'on a appelé le Nago. Et donc, ce qui fait leur spécialité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des gens qui pratiquent la divinité, le culte de la divinité Ogu. Je ne sais pas ce que Ogu représente chez vous et là-bas, mais ici, la divinité Ogu symbolise le dieu du fer, c'est-à-dire Oui, c'est ça chez nous. ce qui a rapport, c'est le dieu du fer, le dieu de la forge, le dieu de la chasse, donc tout ce qui a rapport au maniement de l'arme ou tout instrument forgé, tout instrument forgé dans le fer. Donc le Ogu, cette divinité-là, qui est la divinité du dieu le fer. Et donc, elle est, cette divinité Ogu, est la spécialité des Nago. La spécialité des Nago, même quand vous retournez dans le berceau originel Ile-Ife, ce sont eux, c'est-à-dire cette ethnie-là, qui pratique le culte Ogu. Et le culte Ogu a été emprunté par la suite par les autres variantes, les Tchabé, Dacha, les Rolidje et autres. Et puis, ça a été aussi emprunté, c'est entré dans le panthéon des divinités de l'ère culturelle à Jatado par la suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, même les Fon, ceux qui parlent la langue Fon, pratiquent aussi le Gou. Eux autres, ils l'appellent Gou, G-U ou bien G-O-U, alors qu'à l'origine, c'est Ogu. C'est O-G-O-U. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, disons que la divinité Ogu a pour prêtre un Nago. Donc, c'est les Nago qui en sont spécialistes. Et donc, c'est leur culte, c'est ce qu'ils pratiquent à l'origine et ils l'ont emporté dans leur mouvement migratoire. Et puis, la divinité a été partagée par la suite par les autres communautés. Aujourd'hui, la divinité Ogu est devenue une divinité interethnique. C'est partagé international, on peut dire. International même, on peut dire. Mais la réalité est restée identique. Dieu du fer, Dieu de la forge, le Dieu de la chasse, et puis et voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des temples Ogu à Ile-Ife? Il y a des temples Ogu à Ile-Ife comme il y a des temples Ogu un peu partout. Dans toutes les communautés, il y a des temples Ogu, cette divinité, et puis les prêtres de Ogu aussi existent un peu partout. Donc, mais le berceau, c'est Ile-Ife. Et toutes les autres communautés qui ont emprunté cette divinité, qui la pratiquent aujourd'hui, ont bien sûr conscience de ses origines Nago-Yoruba. Nago. Voilà. Wow. Très bien. Alors, on a bien parlé. On va faire une courte pause et on revient tout de suite avec le Cheche Koné. Merci, à tout de suite. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Nous voici de retour avec votre rubrique favorite, Cheche Koné. Cheche Koné, c'est une rubrique avec laquelle on peut toujours apprendre quelque chose. On évolue, on augmente son savoir et sa connaissance. Alors ce soir, j'ai profité de notre invité et je lui ai laissé la place pour Cheche Koné. Alors, pour ce Cheche Koné, on va vous présenter une image. L'image je crois que c'est Dagbo ou non, si ma connaissance est bonne. Et le chapeau qu'il a sur la tête. Alors, c'est un de mes enfants spirituels qui m'a proposé cette question pour le Cheche Koné. D'abord, il veut savoir ce que veut dire le terme ou non. Il y a énormément de dignitaires au Bénin, dans le vaudou du Bénin, qui portent ce nom, ok? Donc, quelque chose ou non quelque chose. Que veut dire cette appellation de ou non? Ça, c'est un. Et de deux, le chapeau. Que signifie ce chapeau? Dans le rite Guédé Banda, Baron porte un chapeau.
Le chapeau haut de forme est un des symboles de Baron dans le rite Guédé-Banda. Est-ce qu'il a un rapport avec les Hounons du Bénin? Est-ce que c'est un symbole qui nous est importé du Bénin ou est-ce que c'est un symbole qui vient aussi de la colonisation avec le chapeau haut de forme? Ou est-ce que c'est le colonisateur européen qui s'est inspiré de nos ancêtres africains avec ce chapeau? Alors voilà, pour le Sheshikone, voilà, professeur Aos, que nous, téléspectateurs et moi-même, Mambo Rosmi, désirons savoir. À toi la parole. Merci à toi. Et par rapport à ce bonnet, d'abord, la dénomination ou l'appellation que j'entends, quand on parle de Hounon, c'est bien différent de Hounon. C'est-à-dire, Hounon est lié à Dagbo. Quand on parle de Dagbo, Hounon, ça désigne une autre divinité et le prêtre d'une divinité qui est la divinité de la mer, la divinité qui est symbolisée par la mer, l'océan et l'eau. Maintenant, quand on parle de Hounon, Hounon veut dire autre chose. Hounon, c'est le prêtre d'une divinité. Donc, n'importe quelle divinité dans l'ère culturelle à Jatado a un Hounon. Donc, Houn, c'est différent de Hou. Donc, le Hounon, c'est le prêtre d'une divinité quelconque dans l'ère culturelle à Jatado. Maintenant, le Dagbo Hounon, lui, c'est le prêtre de la divinité Hou, qui est la mer, l'océan. Et ça existe au Bénin ici. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ce bonnet est un attribut du pouvoir qui est conféré au prêtre de la divinité. L'un des attributs, ou les attributs de son pouvoir. Donc, il y a le bonnet, il y a les perles, il y a le grand pagne, et puis il y a les sandales. C'est sûr que dans la photo que tu m'as envoyée tout à l'heure, vous allez voir que le monsieur a plusieurs colliers. Donc des perles au cou. Et puis le nombre dépend de la puissance de ce prêtre, sa puissance spirituelle, c'est-à-dire son niveau d'élévation dans la spiritualité. Donc les gens ne mettent pas les perles au cou n'importe comment. Donc le nombre de perles, c'est un peu comme dans l'armée où les galons que vous portez, donc vous ne pouvez pas augmenter les barrettes selon votre volonté, mais vous portez les barrettes en fonction de votre rang et de vos responsabilités dans la hiérarchie militaire. Donc ici également, les perles que porte le Hounon ou le Dagbo Hounon, donc ces perles, le nombre dépend de son niveau d'élévation dans la spiritualité. Et ces attributs vont de pair, c'est-à-dire le bonnet, qui est une création, une invention typiquement béninois, mais béninois avec un retour toujours sur le berceau culturel et culturel Ilé-Ifè. Donc, même si vous allez à Ilé-Ifè, vous allez voir le bonnet est le même. Le bonnet est le même, et puis accompagné des perles, du grand pagne et puis des sandales. Maintenant, ce qui m'amène à croire que celui-ci, c'est le Dagbo Hounon. Le Dagbo Hounon, c'est que, vous voyez, il est en tenue, sa chemise, sa tunique, il est dans une tunique blanche. Et cette tunique blanche symbolise la pureté, la propreté, la haute spiritualité. Et donc, ça symbolise également
la mer, c'est-à-dire l'océan, dans sa couleur blanchâtre. Et donc, les autres Hunons ou les Hunons, qui sont des prêtres des autres divinités, chacun a un accoutrement, un habillement qui est propre, qui est lié À sa à, divinité. à sa divinité. Mais le Dagbo Hunon s'habille toujours en tunique blanche avec un grand paille. Le grand paille peut varier, la couleur du grand paille peut varier avec les perles et puis le bonnet. Et si vous regardez à ses pieds, vous verrez des sandales qui sont des sandales de pouvoir, des sandales de règne et non des sandales ordinaires. C'est des sandales qui sont conçues, fabriquées pour servir que le prêtre de cette divinité. Donc, je peux dire que c'est une invention béninoise, typiquement béninoise, mais c'est également un emprunt de la culture ancestrale et nigériane, plus et précisément d'Ile-Ife. Très bien. Une question avant de refermer la page chez Koné. Est-ce que chez les Nago ou chez les Yoruba, les prêtres des divinités, on les appelle aussi ou non, ou vous avez une autre terminologie? Non, dans l'ère culturelle Nago, les prêtres ne s'appellent pas des Hunon, ne s'appellent pas des Hunon ni Hunon. D'accord? Dans l'ère culturelle Yoruba, Nago, les prêtres des divinités s'appellent Ore. Ore. Le Ore. Le Ore. O-R-E, accent grave. Ore. Ore désigne le prêtre d'une quelconque divinité, en tout cas de toutes les divinités dans l'ère culturelle Nago. Et le Hunon désigne le prêtre de n'importe quelle divinité dans l'ère culturelle Adjatado. Mais le Hunon, le Dagbo Hunon, ça c'est une divinité spéciale. Précise. Précise, qui est une divinité d'une communauté, donc d'un peuple qu'on appelle les Hula. Un peuple Hula, appelé Hula, qui est aussi un peuple, qui est un sous-groupe de ce grand groupe de Adja font un peu comme le grand groupe Yoruba. Donc, Hula constitue une communauté, un groupe de ce grand ensemble venant de l'ère culturelle Adjatado. Très bien, très bien. Alors, merci. C'était notre page Chez Koné. On revient tout de suite avec la suite de Minokan. À tout de suite. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Nous voici de retour avec Minokan. Ce soir, on laisse le professeur Ao parler parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Moi aussi, j'apprends beaucoup. Alors, on continue, on s'arrête pas. Mais avant de reprendre, je tiens à rappeler à mes frères et à mes sœurs des Antilles, notamment de la Martinique. Je serai avec eux le mercredi 21 décembre pour célébrer Makaya. Alors, j'ai proposé un atelier Makaya qui aura lieu le mercredi 21, toute l'après-midi. Donc, vous pouvez contacter les personnes, le numéro de téléphone qui va s'afficher sur le flyer. Vous pouvez également aller sur ma page. J'ai eu un petit moment d'absence, excusez-moi. Allez sur ma page Facebook où il y a le flyers, le lien d'inscription pour participer à l'atelier Makaya. Une superbe après-midi. Les places sont limitées. N'hésitez pas, ne traînez pas, n'attendez pas la dernière minute. Vous savez, c'est toujours 2 jours avant, 3 jours avant où on veut s'inscrire et c'est pas toujours pas facile parce que les places sont déjà complètes. Il reste quelques places, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Mercredi 21 décembre à Saint-Joseph en Martinique, Aïe Bobo. Et n'oubliez pas le Makaya ici à Paris, en France. Pour toutes les personnes qui veulent célébrer le Makaya, on parle de Kwanzaa chez les Kamites, les chrétiens fêtent Noël. Eh ben, vous voyez, Makaya, c'est ce Kwanzaa, mais vraiment à la manière vaudou. Et il y aura des tambours, il y aura de la prière, il y aura des chants, il y aura de la danse, il y aura du partage, il y aura des moments de discussion, il y aura des questions-réponses.
il y aura plein de choses. Et on va terminer avec un très beau buffet spécialement préparé avec amour pour vous. N'hésitez pas. On continue, on s'arrête pas. Alors, professeur, pour parler de la spiritualité, notamment du vaudou, on a parlé des Igédé, on a parlé de l'ethnie Nago, on a parlé des Yoruba, on a parlé d'Ile-Ife, on a parlé de plein de choses. Et c'est vrai que je pense que les téléspectateurs, ils vont être super contents parce qu'ils auront appris, c'est comme si tu as amené une lumière un petit peu sur leur chemin, ils voient un petit peu mieux où ils mettent les pieds, ça va leur permettre de les aider à avancer. Mais maintenant, encore une fois, il y a encore une petite zone d'ombre. Donc, c'est la première question, je crois, que je t'avais posée quand on avait échangé pour préparer cette émission. Eh ben, tout le monde dit, oui, le vaudou, c'est le Bénin. Bénin, berceau du vaudou. Donc, tous les afrodescendants pensent que pour faire un retour à la spiritualité, il faut que j'aille prendre mon billet d'avion, il faut que j'aille à Ouida, il faut que j'aille à Savé, il faut que j'aille au Bénin. Il faut que j'aille au Bénin, il faut que j'aille à la fête du vaudou. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'éléments touristiques, éléments culturels, mais maintenant, je veux que tu nous parles de l'élément cultuel, de l'élément spirituel. Un afrodescendant qui se trouve en France, qui se trouve en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis ou même en Haïti, ok, qui veut revenir à la spiritualité. Je ne vais pas parler de vaudou parce que tu as dit que le terme vaudou est attaché à une ère culturelle bien déterminée, à un espace géographique bien déterminé. Donc là, moi, je veux plus parler de la spiritualité ancestrale, c'est les divinités dont il est issu. Moi, j'ai fait mon test ADN. Dans mon test ADN, j'ai vu que majoritairement, je suis Yoruba. Tu es mon frère. Majoritairement, je suis Yoruba, mais pas seulement. J'ai aussi du Kenya en moi. J'ai aussi du Guinée en moi. J'ai aussi, bien sûr, du blanc en moi. J'ai aussi du Maasai en moi. Alors, si je me réfère à mon test ADN, je dis, moi, Yoruba, où il y a des Yoruba? On va me dire, il y a des Yoruba au Bénin. De toute façon, c'est le Bénin, le berceau du vaudou. Donc, quand on entend berceau, on parle de bébé, on parle de naissance. C'est là où le bébé se repose. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi c'est le berceau du vaudou. Si oui, sinon ce n'est pas le berceau, pourquoi aussi? À toi la parole. Bon, merci à toi et à cette question, est-ce que le Bénin est le berceau du vaudou? Et je dis oui, le Bénin est le berceau du vaudou. Parce que le vaudou, c'est une terminologie qui est propre à une ère culturelle et bien précise, telle que je l'ai dit tout à l'heure, l'ère culturelle Adjatado. Et cette ère culturelle Adjatado, qui comprend les Aïzo, les Huida, les Hula, les Fonds et les Adja eux-mêmes, ce sont ces populations, ces peuples qui ont occupé tout le sud, la partie méridionale du Bénin. Et aujourd'hui, quand vous vous référez à l'histoire, surtout quand on voit le rayonnement de ce royaume qu'on a appelé le royaume du Dahomey dans l'histoire, et la langue parlée aujourd'hui en dehors du français, quand vous voulez converser traditionnel, vous voulez parler le vernaculaire, et au Bénin, la langue fon est la langue dominante. C'est la langue dominante. Ce qui fait que quand on parle du vaudou, tous ceux qui se reconnaissent à travers cette dénomination, cette terminologie, c'est un grand nombre. Et donc, parler du berceau du vaudou au Bénin, ça c'est parfait. Il n'y a aucune discussion à faire là-dessus. Mais berceau de la divinité ancestrale, c'est là où il faut mettre du bémol. Parce que berceau de la spiritualité ancestrale. De la spiritualité ancestrale, il faut y mettre du bémol. Parce que le Bénin n'est pas le point de départ
de cette spiritualité ancestrale n'est pas que le point de départ, ou n'est pas seulement le point de départ. C'est la spiritualité ancestrale, c'est d'abord ce que nous avons de commun en Afrique, dans toutes les aires culturelles en Afrique. Vous avez une spiritualité qui est propre à chaque ère culturelle africaine. Et donc, quand on revient dans l'espace culturel béninois, on doit forcément se référer à Ile-Ife parce que Ile-Ife est une brillante civilisation, c'est une civilisation qui a existé avant la civilisation Aladahonu. Donc, et Ile-Ife, qui est le berceau culturel et cultuel du Nigeria, a fait beaucoup d'emprunts aux autres communautés, aux autres civilisations. Et donc, dans les vagues migratoires, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Aladahonu, dans leur migration, ils ont un lien aussi avec Ile-Ife, parce que dans les différentes étapes de leur parcours, vous voyez Ile-Ife, vous voyez Ketu, et puis vous voyez Tado. Donc, de Ile-Ife, ils ont séjourné à Ketu et ils sont allés à Tado. Et à Tado, ils ont fondé un royaume, et puis les descendants ou les arrière-petits-fils de ceux qui avaient opéré la première migration Est-Ouest ont quitté l'Ouest par la suite, donc la vague de celui qu'on peut appeler Agassou, l'ancêtre éponyme du Adjarouto. Donc, ils ont quitté l'Ouest, donc le berceau Tado, pour créer le royaume d'Alada. Et c'est à Alada que le roi Copon, en mourant, a laissé 3 enfants, donc 3 héritiers, qui ont eu de la peine à désigner le prince héritier, donc le prince régnant. Et donc, dans cette querelle autour du pouvoir, l'un a pris la direction de l'Est pour aller créer Hogbonu, l'autre a pris la direction du Nord pour aller créer le Dahomey, et le troisième est resté sur place à Alada. Donc, c'est dire que quand on parle du berceau du vaudou aujourd'hui, le vaudou en tant que spiritualité ancestrale et de l'ère culturelle à Jatado, il y a un mélange, donc un emprunt qui est irréfutable dans ce que les gens de cette ère culturelle revendiquent aujourd'hui comme étant leur patrimoine. Ce patrimoine culturel et culturel ancestral a des origines toujours Yoruba nigérianes. Donc, c'est du Nigeria que la vague migratoire est allée plus au nord pour aller, et plus à l'ouest plutôt pour aller fonder Tado. À Tado, ils ont constitué un groupe plus ou moins homogène avec une nouvelle civilisation, puisque c'est 3 siècles, c'est 4 siècles, c'est 5 siècles, avant un second reflux ouest en direction du nord. Et donc, pour créer Alada et pour créer Dahomey et Hogbonu par la suite. Donc, c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, quand on parle de berceau du Vaudou, et on dit le Bénin est berceau du Vaudou, c'est tout à fait d'accord, c'est accepté, mais quand on parle de la spiritualité ancestrale, il faut forcément retourner à Ile-Ife. D'accord.
Alors, du coup, ta réponse me fait poser deux questions. La première question, tu dis, quand on parle du vaudou, oui, le berceau, c'est le Bénin, mais quand on parle de spiritualité ancestrale, on parle de Ile-Ife. Mais pour beaucoup, le vaudou, c'est la spiritualité ancestrale. Ou est-ce que tu es en train de me parler le vaudou dans un sens culturel? Oui, c'est le Bénin, mais si on est dans un sens spirituel, c'est Ile-Ife. J'aimerais que tu me répondes par rapport à ça. Et ma deuxième question, tu vas y répondre aussi parce qu'elles sont un peu liées. Si moi, je suis une dévotée de Ogu, je suis une dévotée de Legba, est-ce que tu vas me dire, OK, tu viens au Bénin, si je suis une dévotée de Ogu, et donc là, c'est même pas un exemple parce que je suis une dévotée de Ogu, dans ma famille, c'est une divinité aussi familiale. Est-ce que si je dois faire un pèlerinage, OK, pour retourner à mes racines, pour retourner là où il y a la vibration de cette divinité, est-ce que tu vas me dire viens au Bénin ou tu vas me dire va à Ile-Ife? Voilà les deux questions qui en rapport à ce que tu as dit. Bon, si quelqu'un vient au Bénin aujourd'hui et il descend au Bénin et il est dans la recherche de ses origines et en termes de spiritualité ancestrale, je dis bien, et là je suis très clair là-dessus, ça dépend de ses liens de parenté, de sa filiation. Un Nago ressorti, un Afro-Brésilien qui se reconnaît, c'est-à-dire qui a réussi à reconnaître ses origines Nago, par exemple, s'il descend au Bénin, mais il n'ira pas vers le berceau du vaudou, mais il va se diriger vers le berceau du Orisha, puisque c'est là que les expressions, les termes consacrés et sacrés vont pouvoir lui être communiqués de façon plus digeste, de façon plus assimilable. Donc, ça dépend de sa filiation, de ses liens de parenté. Maintenant, si c'est un afro-descendant qui est descendant de l'ère culturelle Adjatado, et bien sûr, pour retrouver ses origines, il descend dans l'ère culturelle Adjatado, il va se replonger dans le vaudou. Mais la différence qui existe, c'est que celui qui s'identifie à l'ère culturelle Nago, comme celui qui s'identifie à l'ère culturelle Adjatado, les deux, si vous prenez la divinité Ogu, par exemple, les deux vont retrouver le Ogu. Peut-être dans les pratiques, il peut avoir un petit rajout ou quelque chose de moins selon les différentes ères culturelles. Donc, c'est la même chose, par exemple, quand vous êtes dans l'ère culturelle Adjatado, mais vous parlez de Rebioso. Mais quand vous êtes dans l'ère culturelle Yoruba Nago, vous parlez du Tchango. Et le Tchango, qui est le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre, c'est le même Tchango qui est le Rebioso, le dieu du tonnerre, le dieu de la foudre dans l'ère culturelle Adjatado. Donc, que les deux descendent au Bénin à la recherche de leurs origines culturelles, chacun ira en fonction de ses liens, sa filiation, ses liens de parenté, ira dans le berceau qui lui est plus compatible, et puis les deux pourront s'abreuver à la source de la même divinité, mais interprétée différemment. Voilà. D'accord. Merci de m'avoir répondu, et je pense qu'à la suite de toutes ces réponses, tous mes frères et sœurs afro-descendants de la Caraïbe
et des Amériques également vont vraiment pouvoir tracer le cheminement de leur route pour aller jusqu'à l'ère culturelle à Adjatado ou à l'ère culturelle Ile-Ife, pourquoi pas même faire les deux, parce que pour moi, c'est quelque part aussi lié, ne serait-ce que historiquement. On va terminer l'émission, c'est passé vite, hein, mais le compteur est bien là. On va terminer l'émission. Je te laisse, professeur, si tu as des actualités, des projets, des choses que tu veux partager avec les téléspectateurs, et je te laisserai donner le mot de la fin, et puis après, je vais clôturer l'émission. Merci bien à toi et je voudrais terminer tout simplement pour remercier les amis téléspectateurs, tous les frères, tous les parents, tous ceux qui nous ont suivis en direct depuis là-bas, pour dire que en termes de projet, aujourd'hui, moi je suis également un élu communal, donc je siège dans un conseil communal et j'officie en tant que président d'une commission, la commission coopération et relations avec les institutions. Et le projet que j'ai dans ce domaine, c'est de faciliter le dialogue interreligieux. C'est de faire en sorte que les gens de ma communauté, de ma région, de ma commune ne s'entre-déchirent pas dans la pratique de leur religion. Que les catholiques, que les musulmans et que les pratiquants ou les praticiens du culte endogène ancestral puissent se comprendre. Donc, je milite vraiment pour cette intégration, pour ce dialogue, pour que la paix puisse régner au sein de nos différentes communautés. Je milite également et je souhaite que ceux-là qui sont des Africains doivent savoir que nous sommes comme des plantes qui sommes arrachées de notre terreau, de notre terre, et nous n'avons plus nos racines bien enfoncées, bien implantées dans notre culture. Nous sommes aujourd'hui des êtres hybrides qui avons perdu en quelque sorte nos repères. Donc, nous devrions pouvoir faire tout possible pour que chacun de nous puisse renouer avec ses origines, avec ses valeurs ancestrales, culturelles et cultuelles, pour que la spiritualité puisse être vécue de façon profonde. Parce que la culture et la spiritualité constituent l'âme de chaque peuple. Et un peuple qui perd ses valeurs culturelles, ses valeurs spirituelles, c'est un peuple qui vit sans repère. Donc, je milite et je prie et je travaille pour que chacun puisse retrouver ses origines. C'est fondamental parce que lorsque vous perdez vos racines, vous vivez sans boussole. Et les amis afro-descendants qui ont les moyens doivent, je les interpelle vivement, qu'ils fassent en sorte que ce retour à la source soit réel, parce que ce retour pourra être bénéfique pour chacun d'eux. Ils vont découvrir les réalités de leur culture et ils vont pouvoir s'y épanouir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, professeur Dieudonné Ao. Merci d'avoir fait ce Minokan avec moi, un Minokan qui était très riche en termes de connaissances. Merci d'avoir partagé ta connaissance avec moi et tous les téléspectateurs de Minokan. Voilà, c'est terminé pour ce numéro de Minokan. Alors, je réitère mon annonce avec le numéro de téléphone cette fois-ci. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer à Makaya, à Mazinina, en Martinique, à Saint-Joseph, vous pouvez contacter Mossi au plus 33 6 30 83 70 22. Plus 33 6 30 83 70 22. Pour les personnes qui souhaitent participer à Makaya ici en France le 18 décembre prochain, vous pouvez contacter
N'hésitez pas à l'appeler. Si elle décroche pas, vous laissez un message sur WhatsApp. Elle répond à tous vos messages. Jennifer, au plus 33 6 27 26 01 77. Plus 33 6 27 26 01 77. Et si vous voulez rentrer, intégrer la classe virtuelle Vaudou Chimay-Guinée de Mambo Rosemi Paradis, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp au plus 33 7 53 90 92 10. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Je pense qu'on se reverra avant le 31 décembre. Et je vous dis tous, préparez Makaya, c'est très important. N'oubliez pas nos racines, notre spiritualité ancestrale, toutes ces divinités, tous ces ancêtres qui marchent avec nous en étant en nous. Aïbobo, Alafia, Otep, Matondo. Bonne soirée.